Dans cette vidéo, nous allons parler de manipulation de maillage. Alors c'est quelque chose que nous avons déjà fait précédemment, notamment quand nous avons utilisé des fonctions implicites pour couper soit des tranches, soit des moitiés de maillage. Et cette semaine, nous continuons dans le même genre de choses. Nous allons voir 4 manipulations en particulier: le stripping, la connectivité, le calcul est normal et la décimation. Alors le stripping pour commencer, je vous rappelle, alors on a vu ça dans la vidéo sur les datasets de VTK, que pour représenter des triangles, il y a deux approches possibles. On peut représenter strictement les triangles comme de la topologie individuelle. Donc pour chaque triangle, on va avoir quelque part en mémoire la liste des 3 points, donc des 3 indices dans le tableau des coordonnées des points, qui nous dit que ça c'est une face qui fait partie de notre modèle. Mais c'est plus efficace de les représenter sous forme de triangle strips, qui permettent de stocker n triangles qui à chaque fois, 2 par 2, partagent un côté commun. C'est ce qu'on a ici en haut à droite, un triangle strip. Alors pour stocker n triangles, eh bien, on a besoin d'indiquer n plus 1 point. Pardon, n plus 2 points, donc avec des indices qui vont de 0 à n plus 1. Alors, on a un fort gain en mémoire, c'est de l'ordre de 4 fois, parce que pour le triangle en général, en tout cas dans VTK, on va avoir besoin de stocker explicitement le fait que c'est une face à 3 côtés, alors que pour un triangle strips, eh ben, on sait bien que de toute façon c'est 3 côtés. Donc pour n grand, ce sera 4 fois plus efficace d'utiliser des triangle strips que des triangles. On aura aussi un gain en vitesse probablement lors du rendu. La plupart des cartes graphiques sont capables d'optimiser le rendu de triangle strips par rapport au rendu de triangle. Alors ce sera particulièrement important quand on aura des grosses données, hein, mais on a vu dans la vidéo d'il y a 2 semaines sur le contouring que des techniques comme le marching cubes étaient des techniques qui potentiellement allaient nous donner vraiment énormément de triangles, puisqu'on a plusieurs triangles par voxel impliqué dans le bord d'un objet. Alors la question c'est que les marching cubes notamment génèrent des triangles individuels et pas des triangle strips. Donc comment est-ce qu'on va faire pour générer des strips à partir de triangles qui ne sont pas strippés? Alors la technique est assez simple, c'est un algorithme glouton. On va maintenir un tableau de booléens qui marque les triangles qui sont déjà inclus dans un strip, et puis on va trouver un triangle qui est non marqué, et c'est le début de notre nouveau strip. Alors on choisit un des côtés comme étant celui qui est censé finir le strip, et puis ça nous donne le triangle voisin qui partage ce dernier côté. Et puis on continue à chaque fois en prenant un des côtés, puis le triangle voisin, puis le triangle voisin, puis le triangle voisin, jusqu'à ce qu'on arrive sur un triangle qui n'a pas de voisin non marqué, auquel cas on doit s'arrêter. Alors, quand on a fait ça, évidemment, il est probable qu'on n'ait pas marqué tous les triangles, et donc on recommence avec un autre triangle non marqué qui nous fait le début d'un nouveau strip, et on continue et on itère. Donc si on prend notre algorithme, ici, eh bien, le premier strip en commençant par 1, enfin par le triangle 1, 2, 4, va faire ensuite le 2, 4, 5, puis le 4, 5, 8, puis le 5, 8, 9, puis le 8, 9, 11, et enfin le 9, 11, 12. Et puis là, il doit s'arrêter parce qu'il n'y a pas de triangle qui utilise 11, 12 comme côté, à part 9, 11, 12. Et puis on recommence avec le côté 6, 5, donc 6, 5, 10, et puis 5, 10, 9. Et de même, on commence avec 4, 3, 8, et puis 3, 8, 7. Ce qui nous fait 3 strips en tout. Alors le résultat, alors sur des données d'une acquisition de 3D d'un visage, eh bien, si les données sont structurées, on peut faire des jolis strips magnifiques. Mais si on fait l'algorithme automatique de stripping avec la version Glouton, eh bien, on a ce qu'on a à droite. Alors si on veut comparer, à gauche, on a 134 strips qui ont chacun 390 triangles, exactement.
Puis à droite, on a 2227 strips qui ont une longueur moyenne de 3,14, donc 4. Alors le plus long a 101 triangles, mais forcément, au début c'est facile de faire des strips assez longs, puis petit à petit ça devient de plus en plus difficile et on a des strips de plus en plus courts. Donc ce qu'on a fait au niveau de la visualisation, c'est qu'un strip sur deux euh, a été colorié en orange et l'autre en blanc, ce qui permet de voir à quoi correspondent les différents strips. Alors, si on veut faire ça en VTK, la difficulté qu'on a, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver le triangle qui est voisin d'un triangle. Dans notre représentation de données, on a donc une liste de tous les points avec leurs coordonnées 3D, et puis une liste de tous les triangles avec chaque fois, pour chaque triangle, les points qui correspondent. Enfin, les indices des trois points sommés. Par contre, il n'y a rien qui nous donne l'équivalent. Et ça veut dire qu'à chaque fois, trouver le voisin, ça requerrait de parcourir toute la liste de tous les triangles, ce qui serait beaucoup trop cher. On aurait une complexité en n carré pour n triangles. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on commence par passer une première fois sur notre polydata avec la fonction buildLinks, dont le but est de créer une structure annexe qui, pour chaque point, donne la liste de toutes les cellules dont il fait partie. Donc pour chaque sommet de triangle, on a la liste de tous les triangles dont il fait partie. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être fait en un temps linéaire, puisqu'il suffit de passer sur tous les triangles, et puis noter à chaque sommet que le sommet fait partie de ce triangle-là. Une fois qu'on a ça, par contre, ça nous permet de faire des recherches de faire la recherche notamment des triangles voisins, puisque à partir d'un triangle, on connaît les points, et à partir des points, on connaît les triangles. Et donc, en demandant simplement au sommet quels sont les ID des triangles, on va pouvoir trouver tous les triangles voisins. Alors, donc, une fois qu'on a fait ce buildLinks, notre VTK polydata, il y a tout un ensemble de fonctions qu'on peut appeler qui va nous donner, par exemple quelles sont les cellules voisines d'un côté. Donc on donne 2 points, donc les ID de 2 points, donc leur position dans la liste des points, et il nous renvoie la liste des points voisins. Alors ça ne marche qu'une fois qu'on a fait buildLinks, et buildLinks on doit le faire explicitement, pas tellement parce que c'est cher en temps de calcul, c'est assez rapide, mais parce que c'est cher en mémoire. On double à peu près la quantité de mémoire nécessaire pour stocker la topologie quand on fait ça. Mais une fois qu'on a ça, c'est très efficace et on en a besoin notamment pour stripper. Alors ce sera fait automatiquement par VTK quand on a besoin de stripper, mais c'est important que le VTK polydata permette d'ajouter cette information-là. Quand on n'en a plus besoin, il y a une fonction deleteLinks qui permet d'effacer toute cette mémoire qu'on a utilisée en plus. Mais donc tout cela, c'est géré automatiquement par une classe qui s'appelle VTK_stripper, qui génère donc des triangle strips, ou depuis des triangles, ou bien des polylines depuis des lignes, c'est la même chose, avec un degré topologique moindre. Alors, il faut voir que les polygones en entrée ne sont strippés que s'ils sont des triangles. Si vous avez autre chose que des triangles dans votre polydata, ce qui est tout à fait légitime, ils seront passés tels quels et pas strippés. Si vous avez par ailleurs déjà des triangle strips ou déjà des polylines qui sont dans votre donnée d'entrée, elles sont passées telles quelles, elles ne vont pas être étendues ou elles ne vont pas être fusionnées, quoi que ce soit. Alors vous pouvez spécifier la longueur maximale qui peut être utilisée, si vous voulez. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt pratique à le faire. Et il faut voir que par défaut, ça va faire disparaître toutes les données associées aux cellules dans l'entrée. Parce que sinon c'est compliqué à faire. Alors vous pouvez l'empêcher, mais sincèrement je ne sais pas ce que ça donne. De manière générale, ce n'est pas une super idée d'associer des données aux cellules. C'est souvent plus pertinent de les associer aux points et pas aux cellules. Parce que quand vous associez les données aux points, vous pouvez interpoler ces données au sein des cellules. Alors que si vous les associez aux cellules, eh bien, ces données sont plates sur l'ensemble de la cellule, ce qui souvent est moins pertinent.
Si vous voulez vraiment avoir des triangle strips et que ça vous ennuie en entrée d'avoir des choses qui ne sont pas des triangles, des carrés, enfin des quadrilatères en général, des pentagones, des hexagones, etc., vous pouvez toujours trianguler entièrement votre polydata. Il y a un filtre qui s'appelle VTK Triangle Filter qui fait ça. Donc en entrée, vous avez des polygones et en sortie, vous allez avoir des triangles. Et donc derrière, si vous passez un stripper, en entrée, vous aurez des triangles partout et vous aurez en sortie uniquement des triangle strips. Ça permet aussi de défaire des polylines pour les couper en petits morceaux, en petites lignes, si vous voulez. Pareil, si vous avez des listes de vertex, ça peut en créer des individuels. Alors c'est un filtre qu'on n'utilise pas souvent tel quel, mais qui est souvent utilisé par d'autres algorithmes. Parce qu'on a des algorithmes qui ne fonctionnent bien que sur des triangles. Et donc avant de pouvoir les appliquer, on doit faire tourner sur des triangles. Donc le stripper, c'était le premier filtre qu'on voulait voir. Le deuxième, c'est la notion de connectivité. Alors la connectivité, c'est une notion que vous avez déjà vue, notamment quand vous avez vu les graphes en ASD2. Vous avez vu connectivité simple et puis la connectivité forte pour les graphes non orientés. Mais si on s'intéresse juste à des... pardon, pour les graphes orientés. Mais ici, on s'intéresse juste aux graphes non orientés. Donc l'idée, c'est que les sommets d'un polydata, ils forment un graphe dont toutes les faces sont les arêtes. Alors, une fois qu'on a fait buildings, on peut parcourir ce graphe très, très efficacement. Et donc, c'est assez facile de savoir si différentes parties d'un maillage sont connectées ou pas. Alors, elles peuvent être connectées par les points, connectées par les côtés, ou bien connectées complètement par des faces. C'est possible aussi. Alors, ça permet de faire certaines applications. Par exemple, quand vous avez généré un maillage avec un contour filter, donc typiquement avec un marching square ou un marching cube, eh bien, typiquement, vous aurez peut-être l'objet principal qui vous intéressait et puis d'autres objets, petits objets qui apparaissent, qui correspondent finalement à du bruit ou à la structure que vous n'avez pas envie de visualiser. Ce filtre de connectivité va vous permettre d'extraire, de séparer les différentes composantes et d'extraire celles qui vous intéressent plus particulièrement. Donc on a ça en VTK, ça s'appelle VTK Connectivity Filter. Donc ça extrait les cellules qui partagent des points communs ou qui satisfont un threshold scalaire éventuellement. Donc on peut aussi séparer des régions en fonction des attributs scalaires qui leur sont liés. Alors c'est un filtre un petit peu couteau suisse. Donc il peut extraire la plus grande région connectée du dataset. Il peut spécifier un certain nombre de régions qu'on veut extraire. Il peut spécifier toutes les régions qui touchent un certain ID de points ou de cellules. Alors ça, ce sera utile, on verra plus tard quand on fera l'interactivité. On peut spécifier un point ou une cellule en cliquant dessus. Et donc ça permet de cliquer sur l'objet qui vous intéresse et pas sur les autres. On peut aussi le faire, si on n'a pas cliqué sur aucun point spécifique, on peut faire région la plus proche d'un point, ou alors toutes les régions si vous voulez. Donc on peut utiliser les scalaires ou pas pour ce genre de filtre, et donc vous avez un booléen à choisir si vous voulez utiliser la connectivité scalaire ou pas. Le VTK Polydata Connectivity Filter fonctionne exactement comme le VTK Connectivity Filter. Simplement, il n'accepte que des polydata en entrée, alors que le Connectivity Filter accepte un structured grid. Donc, il est un petit peu plus efficace pour les polydata. Le troisième manipulation de maillage dont je vais vous parler, c'est le calcul des normales. Alors, pour rappel, on a 3 modèles de shading qu'on a présentés, notamment quand on a fait notre Tiny Render. Donc le shading, l'ombrage, c'est le calcul de la couleur qui est perçue en fonction de l'angle entre la surface qui est vue et la caméra, les lumières, etc. Alors il y avait 3 approches possibles, donc le flat shading, l'ombrage plat, où on calcule une couleur par cellule, et donc toutes les cellules apparaissent avec une couleur plate qui est identique pour tous les points de la cellule, pour
Typiquement, on voit apparaître vraiment les triangles. Alors, cette couleur est calculée simplement avec la normale à la cellule, ce qui est facile à calculer puisque on a un plan pour la cellule. Et donc, calculer la normale à un plan, c'est immédiat. Puis, dans le Tiny Renderer, on avait fait ensuite du gros shading. Alors, si vous vous souvenez, on avait un calcul de couleurs par sommet, et puis on interpolait les couleurs entre ces sommets. C'est très bien, mais c'est quand même limité, notamment si on veut montrer les réflexions, par exemple. Et donc, si on veut faire mieux, on peut faire du font shading, qui est le plus précis, où on calcule une normale par pixel, et non pas, et c'est seulement avec cette normale qu'après on va faire le calcul de la couleur pour ce pixel-là. Alors, si on veut illustrer ça, donc le flat shading, on a une couleur par cellule. Tous les pixels de la cellule ont la même couleur. C'est facile à calculer, c'est pas cher, mais c'est pas spécialement beau. Clairement, on voit apparaître les détails de la structure, le détail du maillage. On voit vraiment les différents triangles. C'est particulièrement embêtant à cause de l'effet de Mach. Alors, l'effet des bandes de Mach, c'est quoi? C'est une illusion d'optique qui était mise en évidence par Ernst Mach. Alors, ce qu'on voit ici, c'est donc on voit ce carré qui est gris clair à gauche, gris foncé à droite, et puis avec une transition linéaire entre les deux. La vraie transition, elle est illustrée par le graphe en haut à droite. On a vraiment trois segments de droite qui correspondent à une intensité tout à fait constante entre A et B, qui varie linéairement entre B et C et constante entre C et D. Mais perceptuellement, on a l'impression qu'il y a une bande un petit peu plus claire au niveau de B et un petit peu plus foncée au niveau de C. Et ça, c'est lié à la manière dont nos yeux perçoivent les choses, mais c'est pas du tout vrai. Et donc, quand on crée des transitions comme ça dans la visualisation de nos maillages, on crée aussi cette illusion d'optique qui va accentuer ces transitions. Donc ça, c'est assez gênant. Si on veut faire mieux, on peut faire du gros shading. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans Tiny Renderer. Donc on va calculer la couleur en chaque sommet. Et puis on va interpoler les couleurs au sein de chaque face. Alors ça nécessite d'avoir une normale en chaque sommet. Et cette normale, ben, typiquement, on peut la calculer au moyen des normales des faces à ce sommet. Mais ce n'est pas la seule manière. Par exemple, quand on génère un maillage avec un marching cube, eh bien, on peut très bien utiliser le volume de données originel pour calculer la normale, qui serait alors la variation la direction dans laquelle le scalaire qu'on a contouré varie le plus fort. Ça nous permettrait d'avoir une définition plus précise qui correspond mieux aux données originales. Mais de toute façon, on a une normale par sommet, et puis on va interpoler les couleurs au sein des faces à partir des couleurs des sommets. Alors, c'est nettement mieux. Si on regarde, on ne voit plus du tout apparaître les triangles, mais c'est pas parfait. La faiblesse principale, c'est que quand les faces sont grandes, on ne pourra pas représenter les réflexions spéculaires. Alors, réflexion spéculaire, c'est quelque chose qu'on n'avait pas explicitement ajouté à notre modèle Tiny Renderer, mais ça correspond au fait que les surfaces se comportent un peu comme des miroirs, et donc on voit apparaître une réflexion directe des différentes lumières sur la surface. Alors l'illustration en bas, c'est une sorte de dance floor qu'on illumine avec toutes sortes de couleurs différentes de lumière. Et si on fait du court shading là-dessus, eh bien ça marche pas très bien parce que à l'intérieur des faces, on devrait voir apparaître des choses, mais on n'a pas les bonnes normales par rapport on n'a pas les bons angles par rapport à la réflexion qui a lieu. Et donc ça ne donne pas bien du tout. Si on veut faire mieux, il va falloir avoir une meilleure définition de nos normales. L'illustration avec le petit soleil à droite, elle montre que si on a juste des normales qui sont calculées au sommet, eh bien on est incapable de voir que la face qui est face au soleil, elle est vraiment face au soleil et elle devrait renvoyer la lumière dans cette direction-là. Ce ne sera pas le cas avec le gros shading. Donc si on veut faire mieux, on doit faire du font shading.
Et pour ça, on doit avoir une définition correcte de la normale en chaque point. Et pour cela, ben, on va devoir interpoler les normales plutôt que d'interpoler les sommets, pardon, les couleurs. Euh, alors, c'est plus cher hein, parce qu'interpoler des normales, c'est sensiblement plus cher que d'interpoler des couleurs. Mais par contre, ça permettra de faire un vrai rendu du côté spéculaire de la lumière. Donc si vous voulez faire un rendu avec ce rendu spéculaire, donc où on voit la réflexion des différentes sources lumineuses, mais vous n'avez pas le choix, vous devez faire du functioning, sinon ce sera très moche. Par contre, si ce que vous voulez faire, c'est purement euh, de, un modèle d'illumination qui fait de l'ombrage, mais sans spécularité, donc sans le reflet des différentes sources lumineuses, par exemple parce que vous estimez que vous avez une lumière, parce que vous estimez que les matériaux que vous visualisez n'ont pas cette propriété de refléter la lumière directement, eh bien le shading de Gouraud est tout à fait valide. Alors si on compare les trois approches, eh bien on a fait la même sphère illuminée par la même lumière et on voit la différence entre flat shading, Gouraud shading et funk shading. Alors se pose la question comment va-t-on faire le calcul et la normale en chaque sommet qu'on a besoin, que ce soit pour le Gouraud shading ou pour le funk shading. Eh bien, on peut le faire automatiquement en moyennant les normales de toutes les faces. Alors les faces doivent être orientées de la même manière, dans le même ordre, donc tout tourner dans le même sens. Mais dès lors qu'on a ça, c'est bon. Donc si on regarde l'illustration, on a en bas à droite une face qui ne tourne pas dans le même sens que les autres, donc elle est inconsistante. Alors c'est possible de recréer la consistance de tout un maillage en vérifiant face par face, en regardant les faces qui se touchent. Elles doivent aller dans la même direction et donc enfin tourner dans le même sens et c'est assez facile à vérifier. Mais si normalement un maillage correct n'a pas ce problème. Donc, mais si votre maillage a ce problème, c'est possible de le corriger. Alors c'est très bien comme principe, mais ça marche pas si bien que ça. Si on regarde ce modèle, alors c'est un modèle fait par ordinateur, donc il est très clean. Hein. À gauche, on a rendu avec du flat shading. Et on voit très bien, mais on a cette, on a des choses très, très claires. Alors on voit les faces, hein, on voit les petits. Ce ne sont pas des triangles ici, ce sont euh, plutôt des carrés. Et puis je ne sais pas ce que c'est dans la partie ronde, mais globalement c'est quelque chose de très régulier. Et puis si on regarde à droite, alors là, les parties douces sont très très bien rendues hein, par du rendu de Gouraud. Par contre, les sortes d'écrous qu'on voit, où on a des transitions brutes, elles sont vraiment très très moches. Alors si je zoome un petit peu, eh bien je vois qu'on perd complètement la structure. Et la raison, c'est que moyenner les normales, c'est une bonne technique si on considère que les cellules adjacentes, elles représentent la même surface continue. Mais ce n'est pas le cas. Ici, on a certaines faces qui, bien qu'elles soient voisines, ne correspondent pas du tout à la même surface continue. On a vraiment des transitions brusques. Et donc faire une moyenne entre ces différentes transitions, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le résultat, il est catastrophique. Objectivement, la qualité de ce rendu de Gouraud est pire que la qualité du rendu plat précédent. Alors si on veut faire mieux, il va falloir dupliquer un certain nombre de sommets. En tout cas, il va falloir dupliquer les normales. Il va falloir avoir plusieurs normales au même sommet. Alors, il y a des formats de fichiers qui permettent de faire ça sans dupliquer les sommets. Si vous vous souvenez, quand on a lu les fichiers .off de la tête African Head, eh bien, on n'avait pas la même liste avec le même nombre d'éléments pour les sommets, pour les normales et pour les coordonnées de texture. Mais dans VDK, tout cela est stocké comme des point data, donc des attributs associés aux points. Et donc si on veut pouvoir avoir plusieurs normales en un endroit donné, il va falloir dupliquer nos points. Et donc c'est ce qu'on fait en VTK. On va avoir plusieurs
sommets dans notre liste de sommets qui ont exactement les mêmes coordonnées, hein, mais qui sont dupliqués pour permettre d'avoir des normales différentes, voire des textures différentes. Et donc ce qu'on va faire, c'est que donc, quand on a alors, ce qu'on appelle un feature edge, donc un côté qui correspond vraiment à un objet, enfin c'est un vrai côté qui existe dans notre modèle 3D. C'est pas juste le fait qu'on a plusieurs triangles pour représenter une surface douce. Eh bien, pour ces feature edges, on va dupliquer tous les points pour pouvoir calculer des normales différentes. Alors, ce calcul de normale à partir des triangles, et donc calcul de normale en tous les sommets à partir des triangles, se fait avec VTK Polydata Normals. Donc, il calcule en chaque point les normales au triangle et puis il fait des moyennes. Alors, on peut lui spécifier d'auto-orienter les normales si on pense que notre maillage en entrée n'est pas cohérent. S'il l'est, il n'y a pas besoin. Et puis on peut lui spécifier à partir de quel angle entre deux faces voisines on décide que ces deux faces font partie de surfaces différentes et pas de la même surface. Donc, alors, dans le cas précédent, c'était presque toujours des angles à 90 degrés. Donc, en prenant un feature angle de 60 degrés, on est sûr de les séparer. Après, ça va évidemment dépendre de votre application. Mais si vous êtes au-delà de ce feature angle, vous aurez une division de vos points. Enfin, chaque sommet va être divisé en 2 sommets pour permettre d'avoir des angles différents. Finalement, vous pouvez décider de flipper les normales intérieur-extérieur si vous voulez. Finalement, la dernière manipulation de maillage dont je vais vous parler, c'est la décimation. Alors, petite note historique, décimatio, c'est un terme qui nous vient du latin, et c'était une technique assez brutale pour discipliner les armées de la Rome antique. Quand une armée se comportait mal, quand elle désertait ou des choses comme ça, la punition, c'était la décimation, qui consistait à prendre dans chaque écurie, à demander à chaque écurie, donc à chaque groupe de 10 soldats, d'en tirer un au hasard, et les 9 autres devaient tuer celui qui avait été tiré au hasard. Or, ils étaient toujours ensemble, ces 10 personnes, donc c'était absolument abominable. Ça a été appliqué quelquefois, notamment par Marcus Crassus, lors de la campagne contre Spartacus. Donc c'est quelque chose d'assez abominable. Alors on va vraiment pas faire ce genre d'horreur ici. Le but de la décimation sur les maillages, ça consiste à diminuer la taille des modèles, donc à retirer des points et des triangles, tout en essayant de garder autant que possible la topologie originale. Et évidemment aussi garder autant que possible la géométrie proche de l'original. Alors typiquement ce qui va se passer, c'est que quand on a des grandes zones plates, il n'y a pas besoin de la représenter avec beaucoup de petits triangles, quelques grands triangles devraient suffire. Alors que si on a des zones très courbées, on va devoir garder beaucoup de triangles pour pouvoir les représenter correctement. Alors notre algorithme qu'on va présenter, il va fonctionner uniquement sur des maillages triangulaires, mais la plupart des techniques de génération de maillage génèrent des triangles, donc c'est tout à fait pertinent. Donc l'algorithme en question, il va parcourir tous les sommets du maillage, et puis il va classifier ces sommets en 5 classes, selon des critères topologiques et géométriques. Alors, les critères topologiques, donc ça va être simple, complexe ou bordure. Donc un maillage simple, c'est juste un maillage qui est entouré un sommet qui est entouré entièrement de triangles. Un maillage complexe, c'est quand on a des choses qui sortent un peu du plan, qui sont très difficiles à représenter. C'est pas juste une surface. Et puis les maillages, les sommets boundary, c'est ceux qui sont au bord d'un objet. Donc quand vous avez un objet qui n'est pas fermé, c'est possible de laisser un maillage ouvert à certains endroits, mais il a un bord. Et ceux qui sont sur le bord, ils ont des faces d'un côté mais pas de l'autre. Et puis on a aussi des critères géométriques qui sont liés à l'angle que font les différents bords. Et donc on a des sommets qui peuvent être des bords, des edges,
ou des sommets qui pouvaient être des coins quand ils font partie de plusieurs bords. Alors, c'est le cas dans le modèle 3D de sorte de moteur qu'on avait précédemment. Eh bien, on avait des bords explicitement. Donc, typiquement, c'est les endroits où on aurait défini plusieurs normales précédemment. Alors, les sommets qui sont classifiés comme étant complexes ou coins, on ne peut pas les retirer du tout. Par contre, c'est possible de retirer des sommets simples, des sommets bords ou des sommets côtés, enfin côté intérieur. Tout ça, c'est possible à retirer si on respecte certains critères pour ne pas abîmer la topologie et la géométrie. Alors typiquement, notre critère de décimation il va être basé sur l'erreur qu'on produit en supprimant le point. Donc quand on supprime un point à l'intérieur d'une surface, eh bien, on va aplanir cette zone-là en retirant ce point-là, parce qu'on va créer un polygone qu'on va pouvoir retrianguler après, mais clairement qui sera plus plat qu'avant. Et donc, on peut calculer une distance au plan par rapport au point qu'on a retiré. Et cette distance va nous donner un critère de à quel point retirer ce point-là, ça modifie notre maillage. Ça, c'est pour ceux qui sont au milieu d'une surface. Puis pour ceux qui sont sur le bord, ben, quand on les retire, ça va nous changer le bord, ça va nous simplifier le bord quelque part. Et donc, on va mesurer la distance entre le nouveau segment de grade qu'on crée en reliant les deux points du bord suivant par rapport au point tel qu'il était. Alors, ces critères de distance, ces critères de décimation vont être tous mis dans une queue de priorité, une file de priorité, pardon, en français, priority queue en anglais, qui va nous donner l'ordre de suppression des sommets. Et donc, on va d'abord retirer le sommet dont la suppression fait la plus petite distorsion possible. Et puis, on va retirer le suivant, et puis retirer le suivant. Et de temps en temps, ça va nous demander de recalculer des erreurs, mais ce n'est pas un problème, on peut le refaire. Donc, si le critère de décimation est respecté, donc tant que l'erreur est acceptable, ben on va retirer le sommet. Et puis, on va du coup devoir retrianguler, parce retirer un sommet, ça nous retire toutes les faces qui correspondaient. Et donc, ça nous laisse un trou. Et ce trou, ben, il va falloir le retrianguler, typiquement avec une approche récursive. Alors, ça vous donne ce genre de choses-là. On a le même maillage, mais l'un était fortement décimé par rapport à l'autre. On voit à peine la différence quand on a des textures qui viennent dessus. Ceci, c'est un maillage qui est généré à partir de données d'un volcan à Hawaï. À gauche, vous avez le maillage original, et puis à droite, vous avez la version décimée qu'on a fortement simplifiée. Alors tout cela, c'est disponible dans VTK avec un film qui s'appelle VTK Decimate Pro. Alors vous pouvez lui donner soit un objectif de réduction, donc justement, vous pouvez décimer, donc retirer 10%, ça c'est pas grand chose, souvent vous allez retirer beaucoup plus. Ou alors vous pouvez donner une erreur maximale, donc une distance maximale au-delà de laquelle il doit arrêter de décimer, même s'il a encore beaucoup de points. Vous devez préciser s'il faut absolument préserver la topologie ou pas. Si vous exigez de préserver la topologie, donc il ne peut pas du tout toucher aux coins et aux nœuds complexes. Sinon, ben, éventuellement, vous pouvez toucher. Vous pouvez choisir le feature angle, donc l'angle qui va classifier les sommets comme étant simples ou des bords intérieurs ou des coins. Et puis vous pouvez décider s'il y a moyen si on accepte de couper ou pas, si on accumule les erreurs ou pas. Donc si on calcule les erreurs les distances par rapport au maillage original ou par rapport au maillage qu'on est en train de décimer, etc., etc. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler cette semaine. Bon courage pour votre laboratoire.